sur le crime principal. Police d'Ascos, y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Police d'Ascos! Il a toujours eu des démons, toujours. Je ne sais pas vraiment ce qui l'a provoqué cette fois-ci. Une relation entre deux anciens Marines se termine de façon explosive. Cela a tendance à très mal tourner. Mon Dieu, je n'aime pas ça. Au début, il semble évident que le petit ami est clairement en faute. Il a décidé qu'il voulait être avec elle, qu'elle le veuille ou non, et il allait tout faire pour la convaincre de le faire. Mais lorsque l'affaire est portée devant le tribunal, il y a deux versions de l'histoire radicalement différentes. Et il a dit qu'elle l'avait attaqué et que son père l'avait attaqué aussi. Sa réaction immédiate a été de tirer. Il a dit « Hé Bou, que fais-tu » Quand je me suis retournée, il y avait un laser pointé au milieu de mon front. Bonjour à tous, je suis Jesse Weber, bienvenue dans Prime Crime, où nous analysons certaines des affaires criminelles vraies les plus marquantes du pays. Une relation tumultueuse de 5 ans s'achève, laissant un mélange explosif d'armes à feu, d'alcool et de colère. Lorsque 3 personnes sans cason sont abattues, la question n'est pas de savoir qui l'a fait, mais si le mobile était la légitime défense ou un règlement de compte. Quoi? Oh mon Dieu! Ah mon Dieu! Tu dois voir ça! À boîte de moins cheval 3 en ce moment. Des gens ont été tirés ici. Un gars vient d'entrer chez moi. Il saigne, d'accord. Est-il dans une maison là-bas? Il l'était. Il vient de partir. Il saigne. Il y a du sang dans ma maison. D'autres personnes sont là. Viens ici. Dans la paisible ville d'Oshkosh, Wisconsin, une fusillade de masse est presque inconnue. Mais le 4 août 2020, c'est exactement ce qu'un voisin affolé signale à la police. Un appel au 911 a signalé une fusillade. Face à une telle situation traumatisante, les émotions sont vives et la panique est grande. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Que se passe-t-il exactement là-bas? Qui a été? Qui a été blessé par balle? Monsieur, vous ne comprenez pas. Il y a mes voisins ici. Je ne sais pas. John Miller a été blessé par balle. Je ne sais pas, c'est mon voisin, il vient d'arriver. Ils sont en route. Savez-vous à quoi ressemble le suspect ou quelque chose? Non. Éteins ta lumière. Éteins-les. Ouais, tout le monde se gare ici. Prenons nos armes. Ouais, j'en ai un près de la voiture. D'accord, allez les gars. T'es où? Je ne sais pas. D'accord, on a un homme dans l'allée à l'arrière. On a une femme à l'intérieur du garage. Je prends le pouls de ce gars. Ce gars-là. Je prends le pouls. Tandis que les premiers intervenants évaluent les 2 blessés dans le garage, d'autres agents arrivent. Un homme en sang les interpelle sur le trottoir devant la maison. Il a une blessure par balle. Eh, allons-y. Ramène-toi ici. Ramène-toi ici. Reviens ici. Reviens ici. Allez, oui, suis-moi. Suis-moi. Viens ici. Ici, toi. Je t'ai sorti d'ici. Lève-toi. Ici. Où? Est-ce qu'on t'a tiré dessus? Au visage. J'ai reçu une balle dans le visage. Reviens vers mon équipe. John Miller a été touché au visage par balle. C'est vraiment horrible à voir. Et il est allé en courant chez un voisin qui a ensuite appelé le 911. C'est donc une scène très chaotique, très effrayante. Vous travaillez sur lui? Oui. Où est-il? Il vient juste de sortir de sa voiture. Il est parti en voiture. Quelle sorte de voiture? Je porte une voiture rouge. Je ne sais pas où il a été abattu. Le gars qui lui a tiré dessus est parti dans une voiture rouge. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Vous savez dans quelle direction il est parti? Dans quelle direction est-il allé? Il dit cellule. Téléphone. Il a indiqué le sud. Eh d'accord. La police, elle n'a pas encore tous les faits. Ils ne connaissent pas les raisons ni exactement ce qui s'est passé, mais ils savent qu'ils ont un suspect qui s'est enfui de la scène et qu'ils doivent l'appréhender.
Mais d'abord, la police doit déterminer exactement ce qui s'est passé ici et qui a besoin d'aide. John Miller les ramène au garage où, avec 2 autres, ils travaillaient sur un SUV quand ils ont été blessés par balle. Vous avez Rebecca qui est dans le garage. Elle a été blessée par balle. Et il y a aussi son père qui est là, allongé, sans vie sur l'allée. Et nous savons finalement qu'il est effectivement mort de cette blessure par balle. Êtes-vous blessé? Où êtes-vous blessé? Je ne sais pas. D'accord, essayons. Pouvez-vous vous lever? Pouvez-vous vous lever? Vous arrivez à tenir debout? Rebecca, qui avait été blessée par balle, était encore capable de dire aux forces de l'ordre qu'il y avait une personne absente de la scène qui était responsable de cette catastrophe. Rebecca, que s'est-il passé? Tu savais ce qui s'était passé? Mon ex est venu puis revenu. À la vidéo. Est-ce qu'elle a vu où il habite ou quelque chose comme ça? Non. Joshua Abrouge a joué un précurseur. Je vais le découvrir. Elle leur a raconté qu'elle travaillait sur la voiture avec son père et l'ami de son père dans le garage et que Josh était simplement monté dans l'allée et, dès qu'il les a rencontrés, lui a brièvement dit quelque chose puis a immédiatement ouvert le feu. Josh et Rebecca s'étaient rencontrés lorsqu'ils servaient tous les deux dans le corps des Marines. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Josh était déjà marié, mais leur relation a vite évolué et ils sont restés ensemble 5 ans. Cette relation s'est terminée et elle a décidé de prendre ses distances. Et Josh a clairement fait comprendre que c'était soit tu es avec moi, soit tu n'es avec personne. Le père de Rebecca Borkowski, James Grutner, est déclaré mort sur les lieux. Elle et John Miller sont conduits d'urgence à l'hôpital pendant que la police sécurise la scène. D'accord. Quoi? On a une porte à gauche. Ouvrez la porte à gauche. Oscar, police. Oscar arrive, policier. Tu vois quelque chose d'anormal là-dedans? Non, d'accord. Laisse-moi passer. Je pense que oui. Oui, globalement, c'était bien. Très bien, parfait. L'affaire est claire, blablabla, colon. Les forces de l'ordre doivent poursuivre leur enquête et s'assurer de rechercher toute arme sur les lieux, tout indice pouvant expliquer ce qui a pu conduire à cela. Sur le chemin de l'hôpital, Rebecca en dit plus sur l'arrivée de son ex et le début des tirs. Alors, Josh a-t-il dit quelque chose avant elle? Il a dit, chérie, tu fais quoi? Eh chérie, qu'est-ce que tu fais? Ouais. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le laser et j'ai dit, Josh, c'est quoi ce bordel? Après que tu aies crié, Josh, c'est quoi ce bordel? Que s'est-il passé? Il m'a pointé le laser. Le laser est sur l'arme. Oui. Mais pourquoi Josué A vient-il d'apparaître et d'ouvrir le feu sur son ex, Rebecca, son père et l'ami de son père? Était-ce simplement un cas de rage jalouse? Une chose qui était ressortie à propos de Josué, c'est qu'il buvait souvent et beaucoup. Et quand il buvait, cela menait parfois à de la violence et des abus physiques. Et finalement, Rebecca a décidé qu'elle ne voulait pas en faire partie. Rebecca était partie et avait déménagé à Oshkosh. Elle a dit à Adé qu'elle voulait lui rendre ses affaires, dont le SUV Tahoe, mais qu'il y avait un souci avec le radiateur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Josh que j'avais trouvé quelqu'un pour réparer le radiateur. Il voulait savoir qui c'était. Je lui ai donné le nom et le numéro de téléphone de John, peu importe lequel. John Miller est à l'hôpital soigné pour une blessure par balle au visage. Miraculeusement, il est capable de communiquer avec la police et décrit l'appel avec Joshua Hader. Et donc, pendant toute cette conversation, il a dit qui il était. Est-ce que... Avez-vous parlé de vos compétences pour ce travail? Qu'a-t-il dit sur le fait de travailler ou non sur votre module? Je vous déconseille de venir. D'accord, c'est ce qu'il vous a dit? Oui. Mais John, Rebecca et son père finissent de quand même par travailler sur le véhicule. Rebecca, désormais à l'hôpital, poursuit le récit de ce qui s'est passé dans le garage. John est là, je suis là, on termine d'envoyer ses boulons. J'ai une douille de 10 mm à la main, Josh fait le tour. Il est clairement défoncé, ça se voit sur son visage. Alors, à quel moment l'as-tu vu? Je l'ai vu du coin de l'œil. John demande à Josh, « Tu es Josh ?» Il répond, « Ouais. » Et là, oh là là, ça va, je le sentais au fond de moi. Ensuite... Tu as eu le temps de lui demander, « Tu es Josh ?» Ah oui, tous les véhicules sont prêts, monsieur. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Il est allé voir Becky, c'est un Ivy. Et je m'étais déjà retourné. Mais la chose suivante que j'ai entendue, pop, je me suis retourné de nouveau. Et il pointait un type vers moi. Et je l'ai juste poussé en courant dans le club. Et puis, la prochaine chose que tu sais, il est allé chez quelqu'un d'autre. Et c'est de là qu'il a appelé le 911. Peu après la fusillade, la police reçoit un nouvel appel stupéfiant. Celui-ci vient de Lee Hilgendorf, un ami de Joshua syndrome d'immunodéficience acquise. Apparemment, sur le chemin du retour, il appelle son meilleur ami Lee. Et il raconte cette histoire à Lee. Il y est allé et il a été attaqué. Lee transmet cela à la police, disant que Josh l'a appelé et lui a dit qu'il avait été attaqué. A-t-il dit ce qui s'est passé? C'est son ex-petite amie. Et d'après ce que j'ai entendu, elle est folle. Elle est aussi dans les Marines, d'accord. Elle n'a pas toute sa tête. Et elle a son Tao. Il a un Chevy Tao qui est là-bas. Et apparemment, c'est ce qu'il allait vérifier. Et il a dit que elle l'a juste attaqué et son père l'a attaqué. Sa réaction immédiate n'a pas été de tirer. Il y avait apparemment son nouveau copain travaillait en haut. D'accord. Et Josh a dit qu'il l'a blessé. John, 57 ans, était un ami de la famille qui les aidait avec cette voiture. Josh pense que John Miller est un nouveau petit ami potentiel et il est jaloux. C'est en partie la jalousie, en partie la colère qui le motive à venir à Oshkosh avec une arme. Et il essaye de rentrer chez lui? A-t-il fait des commentaires sur le fait de se faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un d'autre? non, mais ça m'inquiète parce que, je veux dire, il se rend compte qu'il a vraiment tout gâché. Alors maintenant, ils doivent identifier où il va, où il pourrait être, parce que vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes du public en danger, qu'il n'y a personne d'autre à qui il pourrait penser et qui soit lié à cette situation. Lee Helwan, les informations de Dwarf et les relevés des antennes relais montrent à la police qu'il retourne chez lui, à quelques heures de route, à Monticello. La police met en place une surveillance là-bas. Et comme Lee a parlé avec Aide toute la journée, il lui demande de rester et de les conseiller sur les intentions de son ami. Je me permets une suggestion. Il est perdu. D'accord. Vous pouvez garer vos voitures près de la grange. D'accord. Et on va juste l'attendre à l'intérieur. D'accord. Il est toujours armé, à ma connaissance. D'accord. C'est un premier sergent du corps des Marines depuis 21 ans. D'accord. Et il a fait un peu trop de missions. D'accord. D'accord. Je ne l'ai jamais vu aussi confus, et je connais Josh. Depuis environ 10 ans. D'accord. Penses-tu que c'est quelque chose... Je veux dire, est-ce que vous avez une relation assez bonne pour qu'il se rende lui-même ou qu'il vienne parler? C'est ce que j'ai essayé de lui dire ces derniers temps. Depuis une heure, d'accord. J'essaye de le calmer. Ah oui. Et c'est Cody encore une fois. Et donc il revient clairement à la maison et il est toujours armé. On vient d'avoir un de ses amis qui est arrivé, il était au téléphone avec lui et il lui a tout raconté sur ce qu'il a fait et qu'il revient ici. Il semble souffrir de stress post-traumatique lié à son service dans le corps des Marines. L'ami dit que la maison est pleine d'armes à feu, donc on ne veut surtout pas qu'il y entre. Et on va simplement essayer de le faire monter directement dans un véhicule. Il a été convenu qu'ils allaient l'extraire. Ils allèrent l'arrêter et effectuer ce contrôle pour pouvoir l'isoler. Et il était important pour eux de créer une situation suffisamment sûre pour que personne ne ressente le besoin d'agir violemment ou de faire quoi que ce soit de dramatique ou de radical au moment de cette arrestation. D'accord. Savez-vous ce qu'il a avec lui? A-t-il dit quelque chose? Il porte un 9 mm. D'accord. On dirait... Ah, il lui parlait aussi. Il sait que... Nous sommes là. Ouais. Eh bien, il y a des caméras à l'extérieur de la maison, donc... Vers minuit, la police aperçoit le 4X4 rouge de Joshua Aide qui s'approche. Un véhicule arrive par la droite. Il vient de passer les fermes là-haut. Je veux que tu restes là jusqu'à ce que je te libère. Juste au cas où j'aurais besoin de toi comme négociateur. Si je peux aider, je lui parlerai et ferai ce que tu veux. Absolument. La tension monte à mesure que le véhicule d'Aide approche. Ce type était comme un éclaireur des Marines. Il s'est chassé. Préparez-vous.
Nous voulions vous présenter ce grand épisode dans Prime Crime. Et je dois rapidement mentionner l'un de nos principaux sponsors qui a rendu cela possible, Morgan & Morgan. C'est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures des États-Unis. C'est un cabinet avec plus de 1000 avocats. Vous savez pourquoi ils sont si grands? Parce qu'ils gagnent beaucoup. Ils ont récupéré plus de 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Réfléchissez à cela. En 3 mois, un client en Floride a obtenu 12 millions de dollars alors que l'assurance proposait seulement 350 000 dollars. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions de dollars. C'est 40 fois plus que l'offre de 650 000 dollars de l'assureur. Un autre client en Pennsylvanie a reçu 29 millions de dollars, et cela après une offre de seulement 500 000 dollars. Et même si vous pensez que votre dossier ne vaut pas des millions de dollars, pourquoi ne pas simplement déposer une réclamation et vous battre pour ce que vous méritez? Morgan & Morgan simplifie tout. Déposez une réclamation sur votre téléphone en 8 clics. Si vous êtes blessé, déposez une réclamation sur fortepeople.com/primecrime ou scannez le QR code à l'écran. Cela a tendance à très mal tourner. Il faut aimer ça. Quelques heures seulement après la fusillade triple à Oshkosh, la police arrête le suspect Joshua Hyde près de chez lui à Monticello. Arrêtez le véhicule! Bureau du shérif. Josh, éteins le moteur. Josh, coupe le moteur du véhicule! Lorsque la police a arrêté le véhicule, ils étaient évidemment inquiets que cet individu soit armé et dangereux, puisqu'il était arrêté pour une fusillade, une triple fusillade. Ils doivent donc être très prudents lorsqu'ils ont affaire à quelqu'un dont ils savent presque avec certitude qu'il est armé, et ils sont prêts à tirer dès que cette personne sort de son véhicule et se rend. Nous voulons t'aider, Josh, pas te faire de mal. Sors juste les mains sur la tête. D'accord, sors les mains sur la tête. Josh, montre tes mains, lève-les et sors avec les deux en l'air. Les deux, avancez vers moi. Je suis Cody, sergent du bureau du shérif. Avance juste vers moi, Josh. Très bien, continuez simplement à avancer vers moi, très bien. Arrêtez-vous là. Gardez les mains en l'air pour moi. Je sais que vous êtes un peu mal à l'aise. Gardez simplement les mains en l'air. Tournez-vous dos à moi. Tournez-vous dos à moi. Je veux que vous reculiez lentement, d'accord? Continuez! Continuez à venir vers ma voix! Continuez à venir vers ma voix! Arrêtez-vous là! Mettez-toi à genoux, Josh. Prends ton temps, garde les mains en l'air. Je sais, si tu veux ton équilibre. D'accord, rampe sur le ventre, Josh. Allonge-toi, on va te relever bientôt. Reste sans bouger. Tu vas bien? Ça va. Tu vas bien? Oui. D'accord, je voulais juste prendre de tes nouvelles, m'assurer que tu vas bien. Je ne sais pas pourquoi je suis détenu. D'accord. Eh bien, quelqu'un viendra vous en parler, d'accord? Il ne semble pas savoir exactement ce qui s'est passé lorsqu'il a été arrêté par la police. Très bien, donc tout s'est déroulé sans problème. Il est clairement sous influence vu son équilibre, dans une certaine mesure. Je l'emmène rencontrer un détective d'Oshkosh où ils vont procéder à son arrestation. Très bien. Josh, voici le maire adjoint. Il va t'emmener en voiture jusqu'à... l'Oregon où tu seras confié à la police d'Oshkosh, d'accord? Oui, tout ça va se passer. D'accord. Quoi? De quoi suis-je accusé? Vous êtes en état d'arrestation. Ils vous informeront des charges là-haut. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. C'est une personne qui semble déséquilibrée. Il était agressif. Il a tiré sur des gens. Il n'est pas dans son état normal à cause de l'ivresse et tu ne sais pas ce qui va se passer ensuite. La police a amené Joshua au commissariat pour interrogatoire. Je pense que tu sais. Donc, Josh Hyde, lorsqu'il est interrogé par la police au début, il demande au policier qui a été tué, mais ils ne lui donnent pas l'information. Ils ne lui disent pas parce qu'ils veulent l'interroger à ce sujet. Ils ne veulent pas lui donner de réponse. Ils veulent obtenir les faits de Josh Hyde. Joshua, on est aussi chez toi. C'est super pour répondre. C'est comme ça. D'accord. Eh bien, je ne vais pas te donner la norme et tout ce que tu tues. D'accord.
Une des 3 que tu as tuées ce soir, ça te va? Joshua Head prend un avocat et ne dit plus rien à la police, mais il reste en prison pendant presque 1 an jusqu'à ce que son affaire soit jugée. Ça semble être du tout cuit pour l'accusation. Quand on a une affaire où un suspect a les moyens, le mobile et l'opportunité de commettre le crime, c'est une affaire solide pour l'accusation, à moins que la défense ne parvienne à soulever un doute raisonnable, important concernant une partie de la théorie avancée par le gouvernement. En fin de compte, la défense soulève effectivement le doute en présentant la version choquante des faits de Joshua Head. Avez-vous eu un contact avec Josh le 4 août? Oui, j'en ai eu. J'étais couché quand il m'a appelé. Donc, c'était après 21h. Son premier commentaire pour moi a été « Je les ai tous tués ». Il a dit en gros ce que s'était passé. Et il a dit... Il continuait d'attaquer. Voilà. Ils continuaient. À m'attaquer. Pourquoi? M'ont-ils attaqué? Moi? À un moment quelconque, la nuit de la fusillade, avez-vous menacé l'accusé d'une quelconque manière? Non, en fait, pas du tout. Avez-vous vu votre père, James Brodauer, ou l'ami de la famille, John Miller, menacer l'accusé d'une quelconque manière? Joshua Head plaide non coupable des 3 chefs. Un chef d'homicide volontaire au 1er degré et 2 chefs de tentative d'homicide. Comme c'est le pic de la pandémie, beaucoup de personnes dans la salle d'audience portent des masques. L'accusation va maintenant présenter sa déclaration liminaire. Les événements leur ont dit de différer sur les tons en commençant leur affaire. C'est rare, mais ici, la défense a annoncé qu'elle reporterait sa déclaration liminaire. Nous n'allons pas vous en donner une tout de suite, en partie parce que je ne sais pas s'il y avait vraiment beaucoup de choses qu'il pensait pouvoir dire pour se défendre. La procureure Amanda Nash fait sa déclaration liminaire. Les preuves montreront qu'après des semaines à essayer de faire changer d'avis Rebecca au sujet de leur rupture, après avoir exprimé sa conviction que John Miller était le nouveau petit ami de Rebecca, après avoir exigé que Rebecca ne touche pas au temple, après avoir appelé Rebecca 31 fois en 1h30 alors qu'il a conduit plus de 2 heures jusqu'à chez elle sans y être invité, seulement 22 minutes se sont écoulées entre la dernière communication téléphonique de Joshua A. et la fusillade de 3 personnes à Oshkosh. Ils se sont manifestés et ont clairement dit que cette affaire est assez évidente. C'est simple et sans ambiguïté. Il s'agissait d'un amant jaloux ou éconduit qui a décidé qu'il allait ôter la vie à la personne qui ne voulait plus être avec lui. À la fin de la présentation des preuves dans cette affaire, nous allons tout revoir ensemble. Je vous demande de déclarer la culpabilité sur les 3 chefs d'accusation. Rebecca était le témoin vedette dans cette affaire parce que l'affaire la concernait, elle et leur relation. Au cours de votre relation avec l'accusé, y a-t-il eu certains éléments spécifiques, des incidents de violence à votre égard? Oui, il y en a eu. Non, c'est la maison de Joshua. Nous faisions une demande de repas avec un de ses amis. Il s'appelle Lee Eldengard. Donc Josh avait bu du vin toute la journée. Son ami Mason Jarrett a dit qu'il aimait sortir avec ce qu'il trouvait dans son frigo. Et Josh commençait à devenir visiblement en colère. Il venait juste. Il commence à faire des bruits avec sa bouche, et il commence à faire des commentaires, et il commence à crier fort, et son visage commence à devenir rouge. Et tout cela était en train de se passer. Donc je commençais à être nerveuse. Je commençais à avoir peur parce que je pouvais le sentir venir. Quelque chose allait se passer. C'est alors qu'il m'a jeté au sol et a commencé à me toucher. Aviez-vous eu des blessures après avoir quitté la maison de Joshua? Oui, c'est cela. J'avais des ecchymoses sur le cou et mon larynx était extrêmement douloureux. Ma gorge est restée très douloureuse pendant des semaines après. Tout au long de cette relation, il y avait sans cesse des allers-retours à propos de la consommation d'alcool et de l'impact que cela avait sur Josh, sur Rebecca et sur leur relation dans son ensemble. Qu'après cette période de 5 ans, rien cet aspect de la relation ne changerait. Ensuite, la série de questions porte sur le jour de la fusillade. Lorsque vous avez vu l'accusé pour la première fois, juste avant d'être blessé par balle, comment décririez-vous son apparence?
Il avait le même aspect que d'habitude quand il buvait, le visage rouge, les yeux brillants. Il allongeait ses mots. Lorsque vous avez commencé à parler aux agents ou lorsqu'ils ont pris contact avec vous pour la première fois, quel était votre état physique? Je note un saignement de l'oreille. J'avais très mal à la tête du côté droit. J'ai commencé à vomir. C'était comme si la pièce tournait. Je n'arrivais tout simplement pas à me tenir debout toute seule, ça c'est sûr. La défense a eu beaucoup de mal à contourner le témoignage de Rebecca. Elle avait nommé Josh comme suspect presque immédiatement après avoir parlé aux forces de l'ordre, lorsqu'elle avait été blessée par balle et qu'elle se remettait physiquement. Elle a fourni un historique de leur communication qui appuyait encore plus son point de vue. Il s'agissait d'un individu fou, obsédé par elle, qui avait le mobile, les moyens et l'opportunité de commettre ces crimes. Lorsque l'avocat de la défense, Scott Seaman, contre-interroge Rebecca, il change complètement le récit, l'accusant d'avoir planifié de tuer Josh. N'est-il pas vrai que vous aviez un plan avec John et Jim pour tuer Josh après l'avoir attiré dans votre garage cette nuit-là? Ce n'est pas vrai. Et le fait que le plan était que Jim et John attaquent Josh pendant que vous preniez position dans un coin du garage avec votre 380? Non. Votre mère, Julie Grittner, savait pour ce piège. Je savais à peine qu'il y avait un plan à cause de Ripple. John Miller témoigne aussi, confirmant ses déclarations après la fusillade. Et à un moment quelconque cette nuit-là, est-ce que vous, Rebecca ou James, avez menacé Joshua Haid d'une quelconque manière? Non. À un moment quelconque cette nuit-là, est-ce que vous, Rebecca ou James, aviez une arme? Non. Avez-vous donné aux agents la même version des faits que celle qu'Iran a vue? Oui, je l'ai fait. La défense entame sa déclaration d'ouverture, affirmant que Joshua Haid a été piégé et a agi en légitime défense. Nous prévoyons que les preuves démontreront qu'il s'agissait d'un cas de complot. Le complot entre Rebecca Prokoski, sa mère Julie Grittner, son beau-père Jim Grittner et John Miller pour tuer Joshua Haid. Vous avez à la fois l'accusé et l'une des victimes, Rebecca, qui ont été formées à l'armée et savaient manier les armes à feu. Rebecca possédait plusieurs armes à feu. Donc cela a au moins soutenu la théorie de la défense selon laquelle ils allaient essayer de tendre une embuscade à Josh, car on pouvait supposer qu'elle aurait été armée et prête à le faire si cela s'était réellement produit. Je ne peux pas encore vous donner de détails sur ce qui est arrivé à Josh lors de l'embuscade après son arrivée. Vous devrez entendre cela de la bouche de Josh lui-même. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en regard des preuves, vous verrez que la seule chose dont Joshua Haid est coupable, c'est d'avoir survécu. La première témoin de la défense est Julie Grittner, la mère de Rebecca, dont le mari Jim a été tué lors de la fusillade. John et Jim sont-ils partis à Oshkosh? Oui, ils sont partis. Vous avez confirmé qu'ils sont partis à Oshkosh pour travailler sur le radiateur. Je ne sais pas, c'est exact. Mais avant leur départ, n'est-il pas vrai que John et Jim ont discuté de tuer Joshua une fois arrivés à Oshkosh? Absolument pas. Mike Tomate était la personne la plus gentille du monde. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Lorsque la mère de Rebecca a témoigné au procès, elle a décrit le caractère de son défunt mari et elle a dit que c'était un homme paisible. Cela n'aurait certainement rien à voir avec le fait d'attaquer Josh. Maintenant, Quelque temps après. Après leur départ, vous avez été contacté par l'infirmière du centre médical Mercy, n'est-ce pas? Et quel était le sujet de cet appel? L'infirmière avait appelé et dit « J'ai votre fille ici. Je suis à l'hôpital North Star Mercy. J'ai votre chienne. Elle a été blessée par balle. » Et comment avez-vous réagi? J'ai demandé si elle était vivante et j'ai continué à lui demander « Où est mon mari? Est-ce que mon mari est là? » Est-ce que vous avez dit à l'infirmière que votre meilleur ami et votre mari allaient à Oshkosh pour révéler le petit ami de Death? Absolument pas. N'avez-vous pas dit à l'infirmière que votre mari allait à Oshkosh et avait tué quelqu'un? Je ne l'ai pas fait. Mais lorsque l'infirmière Nicole Fields témoigne, elle dit que c'est exactement ce que Julie Grittner lui a dit. Elle a déclaré que son mari était en route vers Oshkosh.
Oui. A-t-elle expliqué pourquoi son mari allait à Oshkosh? Elle m'avait dit que son mari et son ami étaient en route pour Oshkosh afin de le tuer. Quelle a été votre réaction? Un choc total. Donc, ils ont cette infirmière qui témoigne avoir entendu Julie dire quelque chose comme quoi le mari de sa meilleure amie et son propre mari allaient à Oshkosh pour tuer le petit ami de sa fille, pour tuer Josh. C'est en quelque sorte le témoignage choc que la défense présente lors de ce procès. Mais quand l'accusation l'interroge, l'infirmière Fields doute de ce qu'elle a entendu. Est-il possible que vous ayez, étant donné son comportement paniqué, mal compris ce qu'elle disait ou ce qu'elle voulait dire? C'est possible. Et a-t-elle mentionné l'un des noms suivants, James, aussi appelé Jim, puis John et Josh? Je ne me souviens pas. Vous avez évoqué avoir peut-être mal compris ses propos dans la panique. Cette conversation Et son état de panique. Je sais ce qu'elle a dit, mais je ne peux pas expliquer ce qu'elle voulait dire. Ensuite, Joshua Haid lui-même prend la parole. Il n'est pas surprenant que Josh ait témoigné, car invoquer la légitime défense oblige la défense à fournir des preuves. Et cela viendrait généralement de l'accusé lui-même, car il doit expliquer au jury qu'il croyait raisonnablement et subjectivement que ce qu'il faisait était nécessaire pour se protéger et se défendre. Haid prouve non seulement qu'il a agi en légitime défense, mais donne aussi un mobile expliquant pourquoi Rebecca l'a attaqué. Maintenant, lorsque vous avez pris votre retraite, aviez-vous une assurance Service Members Group Life Insurance? Oui, j'en avais une. Qu'est-ce que l'assurance Service Members Group Life Insurance? Service Members Group Life Insurance, c'est l'assurance vie collective des membres du service. Quelle était la valeur de votre police d'assurance? Entre 400 000 et 500 000 $. Qui était le bénéficiaire? Est-ce que Rebecca Wilkowski. Connaissez-vous l'assurance Service Members Group Life Insurance qui verse une indemnité, peu importe la cause du décès? C'est exact. Et cela inclut le suicide ou l'homicide? Correct. Ils utilisent 100 000 $ de médias sur le certificat de décès sans solde payé sous 2 semaines. Il y a une police d'assurance vie que Rebecca peut toucher si Josh meurt, une assurance vie militaire qui paie sans poser de questions. La théorie de la défense est qu'ils font venir Josh Haid chez elle pour pouvoir le tuer afin qu'elle puisse toucher l'assurance. Quelles ont été vos observations en arrivant chez Rebecca? Il travaillait sur le véhicule à l'arrière. Alors, après avoir entendu cela, que s'est-il passé? Que son beau-père était là et qu'il m'a poussé en arrière. Comment a-t-il poussé? Il a posé mes mains sur ses épaules. Et la force avec laquelle il vous a poussé a-t-elle eu un impact sur votre corps ou sur votre démarche? J'ai reculé de 2 pas environ. Et ensuite, en gros, j'ai juste contourné cet homme pour exposer mon dos là où Rebecca était et j'ai simplement commencé à marcher en arrière. Il a commencé tout de suite avec l'histoire qu'il avait été la victime visée, qu'il était arrivé et avait été attaqué par les autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À ce moment-là, son père m'a frappé sur le côté gauche. Avec son poing. A-t-il frappé assez fort pour que cela vous affecte? Oui, j'ai un peu attendu pour l'avoir. Dana, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À ce moment-là, il est revenu et m'a frappé du côté gauche de la tête. Avec quoi m'a-t-il frappé? Avec son poing. Quel impact cela a-t-il eu sur vous? J'ai commencé à ressentir un peu de vertige. Vous voyez des étoiles. J'ai pensé que j'allais perdre connaissance si je prenais un autre conseil. As-tu dû supposer que tu allais être tué? Oui, à ce moment-là, oui. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À ce moment-là, j'ai sorti mon arme dissimulée de la poche gauche de mon pantalon et Jim était en train de ramener sa main en arrière à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À ce moment-là, j'ai tiré.
Je n'étais pas forcément... Et puis j'essayais littéralement d'éviter de le toucher, mais... Une personne est autorisée à utiliser une force mortelle contre un autre individu si elle a été menacée de graves blessures corporelles ou de force mortelle elle-même. Il doit y avoir des preuves présentées pour établir qu'il y avait une menace crédible envers la prévenue. À ce moment-là, je me suis immédiatement retourné car je n'avais aucune idée de ce qui se passait derrière moi. Moi. Et qu'avez-vous vu le cas échéant? Donc, en me retournant, le mécanicien, Jean, se tenait dans une posture de tomahawk avec un objet au-dessus de la tête, comme s'il avait eu l'intention de me frapper dans le dos. Quand vous dites posture de tomahawk, qu'essayez-vous de décrire? Si vous deviez mettre quelque chose sur votre tête. Et balancer. Ou donner un coup dans un mouvement d'épée. Une fois que vous vous êtes retourné et que vous avez vu qu'il tenait un objet dans ses mains à la manière d'une hache tomahawk, qu'avez-vous ressenti ou compris, le cas échéant? À ce moment-là, j'ai aussi tiré sur lui. Et pourquoi avez-vous tiré sur lui? Parce qu'il essayait aussi de s'enfuir avec Harmony ou ses potes, en gros. Que s'est-il passé après que vous ayez tiré à ce moment-là? Je vois que Rebecca a une arme pointée sur moi et j'ai tiré de nouveau. Ensuite, le procureur Nash contre-interroge l'assistant. Vous seriez d'accord que James Burton est arrivé à la fin des années 50 avec l'homme derrière lui. Oui. Et tu es un marine depuis 20 ans? Oui, et j'ai accumulé 20 ans de blessures. Qui ai-je vu qui était grand? En route vers 5 tensions. Et tu n'as rien pu faire pour te défendre, à part pointer un laser rouge sur James et viser sa tête. J'aurais pu m'accrocher aux sentiments que je ressentais à ce moment-là. Ou que j'étais en train de me faire piéger et tenter, je n'aurais aucune idée que j'entrais dans une embuscade diamant. Alors que le procès touche à sa fin, Joshua Haid continue d'affirmer qu'il était la victime. Mais cela suffira-t-il à justifier d'avoir tiré une balle dans la tête de 3 personnes? La défense n'a pas la charge de prouver quoi que ce soit. La défense peut s'appuyer sur le doute raisonnable, mais dans ce cas, ils doivent créer suffisamment de doutes raisonnables pour que le jury comprenne leur point de vue. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Pendant que vous regardez ceci, l'un des outils que nous utilisons pour faire des recherches pour Prime Crime est en fait quelque chose qui pourrait vraiment vous être utile. Ça s'appelle Truthfinder. C'est un vérificateur d'antécédents très puissant. Nous l'utilisons pour rechercher, entrez un nom, obtenez l'adresse et l'historique criminel. Cela peut vous apporter une certaine tranquillité d'esprit. Truthfinder est l'un des principaux services de recherche de dossiers publics aux États-Unis. Et avec un service d'abonnement payant, vous pouvez accéder à des rapports illimités sur presque n'importe qui. Cela inclut également la recherche de délinquants sexuels enregistrés dans votre région. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez obtenir 50% de réduction sur des rapports de vérification de casier judiciaire confidentiel dès maintenant. Il vous suffit d'aller sur truthfinder.com/LCP Prime Crime. Il n'y a tout simplement aucune preuve que Rebecca avait une arme sur elle ou qu'elle ait menacé l'accusé de quelque manière que ce soit. Dans les plaidoiries finales, chaque partie défend une théorie très différente de ce qui s'est passé le 4 août 2020. Vous avez entendu Rebecca Borkowski et John Miller témoigner. Vous avez vu leur comportement aussi bien immédiatement après la fusillade que lors de leur passage à la barre pendant le procès. Rebecca et John ont tous deux déclaré que l'accusé, Joshua Haid, s'est présenté au domicile de Rebecca et a presque immédiatement commencé à leur tirer dessus. Ils l'ont dit sur les lieux, ils l'ont dit à l'hôpital et ils l'ont dit lors de ce procès. Leurs déclarations ont été cohérentes et crédibles. Tout ce à quoi ils ont témoigné est appuyé par les preuves que vous avez vues dans cette affaire. C'est extrêmement utile pour l'accusation d'avoir des témoins qui n'ont pas collaboré ensemble et qui font presque immédiatement des déclarations sur la même version des faits. La défense a présenté cette théorie du complot élaboré où James, la victime, Julie, Rebecca et John seraient tous impliqués dans ce complot pour entraîner l'accusé dans une fusillade afin de toucher son assurance-vie. Cela n'a aucun sens, et cela n'a aucun sens parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Je vous demande donc de déclarer l'accusé coupable des 3 chefs d'accusation retenus contre lui.
Ce sur quoi je veux me concentrer et ce que les preuves montrent dans cette affaire, c'est que dans les 2 heures qui ont suivi la fusillade environ, Joshua était en garde à vue et des détectives du département de police d'Oshkosh s'étaient rendus dans la ville d'Oregon pour l'arrêter et essentiellement à ce moment-là, pour les forces de l'ordre, cette affaire était essentiellement classée. Le problème pour Joshua, c'est qu'il n'y avait vraiment aucune preuve cohérente avec une théorie de légitime défense impliquant une force létale. Et c'était une tentative désespérée de semer un doute quelconque dans l'esprit des jurés. Jim Gritner et John Miller ont conduit jusqu'à Oshkosh cette nuit-là pour tuer Joshua Hyde. Et la seule chose qui ait le moindre sens avec ces preuves, c'est que Joshua Hyde est tombé dans une embuscade. Et la seule chose que je Est déclaré dans mon ancien bail que Joshua est coupable d'être le survivant. C'est pourquoi il n'est pas la victime désignée par les forces de l'ordre. On vous demande si vous le déclarez non coupable. L'accusation disposait d'un dossier solide durant tout le procès. Et je suis sûre que le jury était confiant lors des délibérations. Pourtant, personne ne sait jamais ce qu'il décidera. Pour les 2 parties, le temps s'arrête en attendant le verdict. Le moment est maintenant venu où la lourde tâche de parvenir à une décision juste, équitable et consciencieuse. La décision revient entièrement à vous, jurés, de juger la culpabilité de l'accusé pour chaque chef d'accusation. En tant que jury, je déclare Joshua W. coupable d'homicide volontaire au 1er degré. Nous, le jury, déclarons Joshua W. coupable de tentative d'homicide volontaire au 1er degré, selon le 3e chef d'accusation. Daté, Ashbash a été assassiné ce 5 mai 2021, signé par un autre juré présentateur. Je vous demande collectivement, mesdames et messieurs, est-ce là votre verdict? Si oui, dites oui. Avant que Joshua Hyde ne soit condamné, la famille de Jim Grutner a quelques mots à dire au sujet de leurs proches disparus et du sort de l'accusé. Le 4 août 2020, l'accusé a définitivement détruit ma vie, m'a volé mon univers et m'a privé de mon bonheur, de mes espoirs et des rêves que Jim et moi avions alors que la retraite approchait pour lui. Nous avons été mariés pendant presque 32 ans et je m'attendais à passer le reste de ma vie entière avec lui. L'accusé m'a condamné, ainsi que ma famille, pour le reste de ma vie et de la leur, alors je vous demande de le condamner à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Votre honneur, je ressens gênée, dégoûtée et honteuse. Je pense que j'aurais dû mourir cette nuit-là à la place de mon père. Je me sens responsable d'avoir laissé entrer cet individu illégal dans ma vie, dans celle de ma famille. Excusez-moi, dans la vie de ma famille, je sais que je dois maintenant vivre avec ce regret chaque jour à toute ma famille, mais surtout à ma mère. Je suis désolée au-delà des mots. Je crois qu'il mérite de mourir dans une cellule de prison. Votre honneur, je demande à la Cour d'imposer la peine maximale, sans possibilité de libération conditionnelle, même pour ce que le département des services correctionnels considère comme une bonne conduite. Strand, avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence ne soit prononcée? Oui, votre honneur. Dans la nuit du 4 octobre 2020, je ne me suis pas rendu à Oshkosh, Wisconsin, avec l'intention de faire du mal à qui que ce soit, votre honneur. En raison de la gravité de l'infraction et de la nécessité de protéger le public, et pas seulement les victimes, mais aussi toutes les personnes que cet individu se persuade de lui avoir fait du tort, une longue peine d'emprisonnement sans possibilité de libération est requise. La seule peine juste à laquelle je suis appelée est celle d'une surveillance prolongée. Et par conséquent, ce sera la peine pour les chefs d'accusation 2 et 3. Mais par un peu de chance, les 2 autres n'étaient pas morts. Ils ont tous les 2 reçu une balle dans la tête, les 2 autres. Donc cela ne justifie pas la peine maximale. 40 ans, dont 20 ans de surveillance. Pour chacune de ces affaires. Je ne sais pas ce que signifient 3 incidents distincts. Ils sont tous consécutifs les uns aux autres.
C'est une peine très lourde, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus qu'à 20 ans. Mais il y a deux choses à dire à ce sujet. Tout d'abord, c'est un crime horrible. Il y a 3 victimes, toutes ont été abattues d'une balle dans la tête. Deuxièmement, Josh Haid a plaidé non coupable, n'a jamais admis, n'a jamais reconnu, n'a jamais présenté de véritables excuses. Et je pense que tout cela a aussi pesé sur le juge. Et c'est pourquoi la sanction est si sévère ici. Je pense qu'à la fin de cette affaire, il était assez clair que tout le monde pensait qu'il était simplement une mauvaise personne, qui ne pouvait pas laisser une relation derrière lui et qui a fini par tuer quelqu'un qui n'avait vraiment rien à voir avec leur relation et a tiré sur une autre personne qui était juste un passant innocent essayant d'être un voisin serviable. Dans un accès de jalousie, Joshua Haid a tiré sur 3 personnes en tuant une. Mais les blessures qu'il a causées sont encore plus profondes pour les femmes qui ont perdu leur mari et père bien-aimé, car leur chagrin durera toute leur vie. C'est tout pour cet épisode de Prime Crime. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je suis Jesse Weber et comme toujours, prenez soin de vous.